Lui, c'est Thomas Shelby, l'un des gangsters les plus craints de tout Birmingham. Et on va voir comment il est passé d'un simple criminel de bas étage à l'un des hommes les plus puissants du pays, en passant par tous les obstacles possibles et inimaginables. C'est donc le chef des Peaky Blinders, un gang familial dans lequel on retrouve notamment ses frères Arthur et John, ainsi que sa tante Polly. Ils tiennent plusieurs business plus ou moins légaux, dont les paris de course de chevaux. Sauf que Thomas arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Il a volé une caisse d'armes à la couronne d'Angleterre, et justement un membre de la famille l'a bien compris. Dans une église, Polly Gray, la tante de Thomas, apprend comment il a obtenu les caisses. Elle demande à Thomas de s'en débarrasser avant qu'il ne soit pendu. Le gouvernement vient tout juste d'envoyer un inspecteur pour retrouver la caisse, Monsieur Campbell. Il sera l'un des antagonistes de Thomas durant cette première saison. Grace Burgess entre au pub Garrison et se fait recruter comme serveuse. Cette petite dame risque d'être très importante pour la suite, je vous le promets. Dans la journée, Arthur se fait capturer par la police. L'inspecteur Campbell lui demande ce qu'il sait à propos du vol de la caisse d'armes, mais il constate vite qu'il n'en a aucune idée. En fait, Arthur, en tant qu'aîné, est censé être le chef, mais ce n'est pas vraiment lui qui dirige, vous l'aurez compris, c'est Thomas. Durant un de ses services, Grace rencontre pour la première fois Tommy. Le courant semble plutôt bien passer entre les deux. Arthur est libéré et soigné, et Thomas apprend alors que Campbell a été envoyé par Churchill pour retrouver les armes. Arrêtons-nous 5 minutes sur Thomas si vous le voulez bien. En fait, c'est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui a été dans les tranchées. Il a été l'un des seuls survivants de son groupe, ce qui lui a valu de hautes distinctions militaires. Bien qu'il sait que l'inspecteur est sur sa trace, Thomas prend la décision de conserver les armes. D'ailleurs, la petite Grace ne serait-elle pas un agent infiltré? On dirait bien, car elle rencontre l'inspecteur Campbell en plein musée pour lui communiquer des informations. Quelques temps plus tard, on assiste à une course de chevaux. Thomas truque la course sans l'accord de Billy Kimber, le type qui gère le business légal et illégal de la course, comme le fait de truquer les paris par exemple. Ça a l'air anodin comme ça, mais pour que vous compreniez, c'est comme si j'ouvrais mon stand de hot dog dans un McDo sans leur accord. Bon, en fait, s'ils le remarquent, je risque de me faire dégager en vitesse. Pour Thomas, c'est pareil, sauf que s'il se fait choper, il prend une balle dans la tête. Comme s'il n'avait pas assez de problèmes, la famille Shelby et la famille Lee, donc des gitans, se battent assez violemment. Un communiste de nom de Freddy Torm menace Tommy pour savoir où sont cachées les armes. Il est au courant de l'affaire et souhaite les obtenir pour mener à bien sa cause. J'entre pas trop dans les détails, mais pour faire simple, la sœur de Tommy, donc Ada, est amoureuse de cet homme qui l'utilise pour faire pression. Et tout ça alors que Freddy est recherché par la police parce qu'il est communiste. Un peu plus tard, Thomas prévient Billy que la famille Lee risque d'aller voler ses bookmakers lors des prochaines courses. Ainsi, Billy n'a pas trop le choix. Il accepte la protection offerte par les Peaky Blinders contre un petit pourcentage des recettes générées par les paris. Thomas en a un petit peu marre de cette guéguerre avec la famille Lee et décide d'en finir. Il les retrouve et fait la paix. Il leur promet de trahir Billy au moment venu. Billy Kimber, justement, qui ne sait toujours rien de la trahison de Thomas, lui remet une licence officielle de bookmaker. C'est un moment très important, car les activités de paris deviennent alors légales grâce à ce bout de papier. Ce qui reste tout de même illégal, c'est le trucage des courses, mais disons que c'est un petit peu moins facile à repérer. Entre Grace et Thomas, les choses se précisent un petit peu. La femme le manipule pour qu'il révèle des informations, même si les deux semblent amoureux l'un de l'autre. Bien que Thomas se rende compte qu'elle mente sur certains points, il est trop amoureux pour ouvrir les yeux. Pour conclure complètement l'histoire avec les Lee, John épouse Esme Lee, pour que désormais les liens du sang unissent les deux familles. Pendant la cérémonie de mariage, Ada, la sœur de Thomas en couple avec le communiste, accouche. Oui, elle était enceinte. Thomas accepte d'ailleurs que le communiste, qui est donc le père de l'enfant, vienne. Mais c'est à ce moment-là que la police débarque et le capture. C'est le moment de vous présenter l'IRA. C'est une organisation armée qui se bat pour l'indépendance de l'Irlande. Dans notre histoire, ils sont au courant que Thomas possède des armes. Thomas accepte de leur vendre les armes, sauf que Grace débarque et les deux représentants de l'organisation se font tuer. Plus tard, Grace donne sa démission à Campbell, car elle sort avec Thomas et lui révèle où sont cachées les armes. Il s'empresse de les récupérer. La mission de Campbell est terminée et Churchill est satisfait. L'histoire des armes étant réglée, il est temps que le business reprenne. Aujourd'hui, c'est le Black Star Day. Les Peaky Blinders vont tuer Billy et prendre le contrôle de toutes les courses de chevaux pour y placer leur bookmaker de leur choix. Avant toute chose, Freddy, le communiste, finit par être libéré de la prison où il était détenu lors d'un transfert de prisonniers. Bref, la famille Shelby se réunit et Thomas leur explique le plan. Les Lee et eux-mêmes dégageront les bookmakers de Billy et prendront leur place. Ils partent boire au Garrison, leur bar, sauf que les hommes de Billy arrivent car ils ont été mis au courant de la trahison de Thomas. Les deux gangs doivent s'affronter. Billy tire sur Thomas qui manque de se faire tuer, il riposte et loge une balle dans la tête de son
son adversaire. Le combat s'arrête puisque le chef ennemi est mort. Concernant l'histoire d'amour, Grace part en Amérique et Thomas ne la rejoint pas. Un grand destin l'attend ici en Angleterre. Bon, cette première saison était bien chargée, mais je n'ai pas parlé de tout et vous m'en excuserez. Par exemple, j'ai pas parlé du fait que Campbell est amoureux de Grace et que c'est une histoire d'honneur qui se joue entre Thomas et l'inspecteur. Donc pour la suite, si j'oublie certaines infos importantes, dites-le moi en commentaire avant de vous être abonné. Bien sûr, on peut continuer. C'est parti. Les affaires des Shelby se portent très bien et rapportent beaucoup d'argent. Mais Thomas décide qu'il est malgré tout temps de s'étendre à Londres. Durant une visite à Londres, il part vandaliser une boîte de nuit appartenant à un chef de la mafia italienne, Sabini. Celui-ci le retrouve un peu plus tard, il se fait tabasser et manque de se faire tuer. Il est sauvé in extremis par la police et l'ancien inspecteur. Thomas est soigné, remis sur pied et part pour rencontrer le juif Salomons, chef du gang qui combat Sabini l'italien. Les deux trouvent un accord et sont maintenant alliés. Paul et Grace se voient d'ailleurs offrir une maison pour son anniversaire. Thomas retrouve également la trace du fils de Polly qui lui avait été retiré de nombreuses années plus tôt. Ainsi, Polly rencontre pour la première fois son fils Michael Gray après des années de séparation. Michael rencontre ensuite ses cousins les Shelby. Il décide de rester avec sa mère car il n'en peut vraiment plus de la campagne et de ses parents d'adoption. Billy Kitchen, qui est un ancien soldat, rejoint les Shelby. Il mène un groupe d'hommes à Camden Town pour travailler avec Alfie Solomons, le juif allié à Thomas. C'est après avoir acheté un cheval aux enchères qu'une tentative d'assassinat sur Tommy par les hommes de Sabini est déjouée de peu. Maintenant, il sait à quoi s'en tenir. La guerre frontale est arrivée. Thomas s'approprie alors violemment la boîte de nuit de Sabini pour frapper un grand coup. Ce cabaret est soumis à un changement de direction. Par ordre des Peaky Blinders. L'ancien inspecteur rencontre Thomas, il veut qu'il assassine un ancien militaire qui pose problème à l'Angleterre. Le fils de Tommy finit par rejoindre les affaires des Shelby en tant que comptable. Il souhaite à tout prix aider Thomas. Maintenant, il veut vivre à fond sa vie avec sa vraie famille. Thomas revoit d'ailleurs son ancienne petite copine. Là, vous savez, c'est la fille de la saison 1, Grace. Ses sentiments envers elle ont augmenté, mais ce n'est pas encore fini, l'amour viendra plus tard. Quelques heures avant le crime qu'il doit commettre, le chef des Peaky Blinders écrit une lettre au rédacteur en chef du New York Times, expliquant que les services secrets britanniques et Winston Churchill lui-même lui demandent d'assassiner un militaire haut gradé. En gros, si Thomas meurt, la lettre sera postée et tout sera révélé au grand jour. Il prend ses précautions, on ne sait jamais. Le major Campbell prend lui aussi ses précautions et charge 3 hommes de tuer Thomas quoi qu'il arrive. Avant d'arriver aux courses, Thomas justement explique aux Peaky Blinders et à leurs alliés le plan. En fait, c'est assez simple. L'assassinat de la cible attirera tous les policiers. Les Peaky Blinders auront donc le champ libre pour agir et voler les licences des bookmakers de Sabini. En fait, ce sont les bookmakers de Thomas qui obtiendront les nouvelles licences et donc pourront prendre les paris et engranger tout l'argent. Grâce à sa secrétaire qui est une ancienne prostituée, Thomas attire le militaire et le tue. La diversion fonctionne et les Peaky Blinders braquent tous les bookmakers de Sabini et brûlent leur licence. Polly arrive, coince le major Campbell et lui tire une balle dans la poitrine. Ça y est, le principal opposant de Tommy est mort. Pendant ce temps, les hommes de main de Campbell kidnappent Thomas et l'emmènent dans un champ où il va se faire exécuter. Cette fois, aucune échappatoire. Ils sont 3, tous armés, lui ne l'est pas. Un coup de feu retentit, puis un deuxième. En fait, l'un des 3 hommes a tué les 2 autres. Il travaille pour Churchill, qui souhaite que Thomas reste en vie car il pourra être utile pour de nouvelles missions. La saison 2 se termine lorsque Thomas envisage l'agrandissement de l'entreprise, l'abonnement à ma chaîne, mais surtout le mariage. Thomas et Grace se marient, bravo à eux. Pendant la fête, les Shelby rencontrent une comtesse russe qui leur donne de l'argent. Pour faire simple, le nouveau business de Thomas consiste à vendre des armes à des Russes pour qu'ils se battent contre d'autres Russes. C'est une histoire de déstabilisation dans laquelle le gouvernement anglais est impliqué notamment, mais on rentrera dans les détails un petit peu plus tard. D'ailleurs, on dirait bien que le frère de Thomas est en train de trouver l'amour, car il parle souvent seul à une femme qui le console et l'aide quand ça ne va pas. Elle a l'air d'être un soutien important pour cet homme agité. Les noces, qui se sont plutôt bien passées malgré tous ces événements, sont finies et les affaires peuvent enfin reprendre de plus belle. Thomas part visiter un entrepôt rempli de chars légers et de matériel militaire, tout ça est destiné à son nouveau business avec les Russes. L'un des Shelby, John, qui avait été mis en tort dans une affaire précédente, s'attaque à cet homme. Pour faire simple, c'est une histoire d'ego, de petit ami et d'honneur. Le problème, c'est que l'homme agressé fait partie du gang italien qui est en partie sous les ordres des Peaky Blinders. Sauf que maintenant, certains d'entre eux veulent la peau du frère de Thomas. Il est décidé qu'une expédition punitive sera menée contre les Italiens qui ont osé menacer un Shelby. 2 bars italiens sont donc réquisitionnés en pleine nuit de force comme punition. Durant le gala de charité pour l'association de bienfaisance des Shelby, oui, il y a bien
bien une société de bienfaisance, moi aussi ça me fait beaucoup rire. Thomas rencontre deux personnes avec qui il traite affaire en lien avec les Russes. Pour faire simple, la mission est de faire sortir des armes, des munitions et des chars légers de la ville pour les donner aux forces blanches russes, c'est-à-dire aux ennemis des communistes. En gros, c'est la comtesse et sa famille. L'un des deux hommes, un prêtre, informe Thomas qu'il est surveillé. Plus tard dans la soirée, un homme assassine la femme de Thomas en plein milieu des invités. Là, pour Thomas, je vais pas vous mentir, c'est vraiment la dépression. Sa femme est bel et bien morte, et depuis, il n'a plus les idées claires. Après un petit voyage, Thomas est de nouveau sur pied. L'aventure peut continuer. Cette fois, il part s'occuper de Vincent Changretta, le gangster qui avait engagé un homme pour tuer Thomas. Sauf que, vous l'aurez compris, l'homme a raté et a tué Grace. Tout fait suite au conflit dont je vous ai parlé sur l'histoire d'ego, de femme et d'honneur entre John et le fils de Changretta. L'affaire avec les Italiens est donc enfin réglée. Thomas rencontre par la suite plusieurs membres de l'aristocratie russe réfugiés en Angleterre. Vous savez là, c'est ceux qui veulent se révolter contre les communistes. Il leur explique le plan qui consiste à profiter d'une nuit de révolte pour faire transiter le matériel militaire. Thomas révèle d'ailleurs à la comtesse que le prêtre serait peut-être un espion et il propose même de le tuer. Maintenant que Thomas n'a plus de femme, il peut s'en donner à cœur joie pour les nouvelles rencontres. On se comprend, hein. Il en profite notamment avec la duchesse russe. Et d'ailleurs, on apprend qu'elle est complètement tarée parce qu'elle se met à jouer à la roulette russe pour de vrai avant que Thomas ne lui reprenne l'arme des mains. Ce petit entretien assez chaud a permis à Thomas d'en apprendre un peu plus sur la comtesse et sur sa famille, mais aussi sur les bijoux. Notre petit garçon a en effet pour objectif d'aller voler les bijoux des Russes pour se mettre définitivement bien et arrêter sa vie de gangster comme il l'avait promis à sa femme. En plus de tout ça, il a obtenu l'autorisation de la comtesse pour tuer le prêtre. Mais trêve de blabla, c'est maintenant l'heure du meurtre. Sauf que le saint homme en question s'est entouré de gardes du corps. Ouais, ça ne se passe pas bien du tout. D'autant que maintenant, Thomas est dans un sale état et pris au piège. Le prêtre menace désormais le fils de Thomas s'il n'obéit pas. L'ordre donné est simple. Il veut que le chef du gang s'excuse et retire toutes les accusations qu'il a émises à son encontre devant les Russes. Par la même occasion, le prêtre confirme ce que Thomas pensait. Il est bien un agent infiltré. Après s'être donc excusé devant les Russes et toujours dans un sale état, Thomas part rencontrer deux représentants qui sont des agents communistes russes. Il leur apprend que le prêtre qui est censé être l'informateur serait, accrochez-vous, un faux informateur. Pour faire simple, ce serait un agent double, voire triple, travaillant pour en fin de compte la couronne. En gros, il y a trois puissances qui s'affrontent, avec trois intérêts différents. D'un côté, les blancs qui veulent les armes de Tommy pour reprendre le pouvoir en Russie, les communistes qui veulent empêcher tout ça, et le gouvernement anglais qui souhaite rompre ses relations diplomatiques avec les communistes. En fait, le but final de l'Angleterre et du prêtre serait que les rouges commettent un acte violent sur le territoire britannique en détruisant les chars et les armes que Thomas détient et qui sont destinés aux aristorusses. Ainsi, les Anglais pourront couper tous les liens avec les terroristes soviétiques en fait. Une fois toutes les infos révélées, Thomas n'en peut plus. Il est vraiment dans un sale état et doit être ramené d'urgence à l'hôpital. Il a une fracture du crâne et une hémorragie interne. Notre bon vieux Thomas se rétablit doucement mais sûrement. Il sort après un certain temps en bien meilleure forme. Thomas réunit ses frères pour leur parler du plan concernant les diamants russes. En fait, il a peur notamment de ne pas se faire payer à la fin et veut donc faire un braquage pour récupérer son dû et en même temps se mettre vraiment bien. Thomas et ses frères rendent donc visite à la comtesse pour voir les joyaux et diamants. Ils sont à la recherche d'informations sur le terrain. Bon alors globalement on s'en fout pour la compréhension de l'histoire globale, mais j'avais envie de vous parler d'une scène complètement lunaire pendant laquelle Arthur et John sont obligés de se mettre tout nus pour que la duchesse et sa mère examinent leur peau pour vérifier qu'ils ne cachent pas de tatouages qui feraient allégeance à certains groupes d'assassins ou d'ennemis. Vraiment, la scène n'a aucun sens, mais elle m'a fait grave rire, donc fallait que je vous la partage. Ce qui serait aussi marrant, c'est que vous vous abonniez et ça me ferait vraiment plaisir. Thomas choisit alors les diamants qu'il souhaite avoir pour être payé après qu'il ait réalisé sa mission. En même temps, ça lui permet d'observer la sécurité. Après cette chaude et longue soirée, Thomas accueille ses vieux camarades qu'il a connus pendant la guerre. Ils savent très bien creuser et justement le plan c'est de faire un gros trou jusqu'à la salle des coffres russes. Durant un gala pour son association caritative, le fils de Thomas se fait enlever. Vous vous en doutez, c'est le prêtre qui a fait ça pour s'assurer de la docilité de Thomas. Le nouveau plan qui lui est imposé, c'est de faire exploser le train et de faire des morts pour accuser les soviétiques et créer un scandale. Comme le temps presse, Thomas part aider ses camarades à creuser le tunnel. Les opérations continuent partout en même temps. Pendant que Thomas creuse, ses frères placent les explosifs sur la voie de chemin de fer. Le fils de Polly, en parallèle de tout ça, retrouve le prêtre et le tue après un combat acharné. Le petit garçon est sauvé. Toujours en même temps, Tommy finit de creuser le tunnel, rentre dans la salle des coffres et vole tous les bijoux des Russes. Concernant le train, Arthur le fait exploser. Il tue au passage 8 personnes et répand des papiers de propagande russe comme l'a demandé le prêtre. Ils ne sont pas encore au courant que justement le prêtre est mort. Bon, une fois tout ça fini, vous savez à qui Thomas refile les bijoux? À un acquéreur français. Mais c'est pas ça qui est le plus marrant. Ce qui est le plus marrant, c'est que la transaction se fait en présence de la duchesse
police russe qui signe un papier pour authentifier le fait que les bijoux proviennent bien de Russie et de sa famille. Pour rappel, Thomas a volé les bijoux à sa famille, bref. Mais ce n'est pas encore fini, non. Elle est sur le point de signer le contrat et de finir la transaction, mais elle sort un gun et bute le français. De cette manière, Thomas a toujours son argent, elle récupère ses bijoux, elle est vraiment complètement folle, j'adore. Maintenant que le magot est là, il est temps de le partager entre tous les membres de la famille. Vu que tout est fini, Arthur va pouvoir s'en aller avec sa femme en Amérique, chacun pourra lancer ses petits projets et vivre une vie tranquille, loin de crimes. Ah, vous la sentez cette odeur de caca? Parce que moi oui, tout ça est bien trop beau pour être vrai. Thomas leur annonce qu'ils vont tous se faire arrêter pour les crimes qu'ils ont commis, comme entre autres l'explosion du train ou le meurtre du prêtre. Et effectivement, des policiers débarquent et coffrent toute la famille Shelby. Même si c'est la fin de la saison 3, les ennuis ne font que commencer visiblement. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment chaud. Tous les membres de la famille Shelby sont mis sur l'échafaud. Mais à 2 doigts d'être exécutés, un ordre express parvient et ils sont tous sauvés. En fait, Thomas a en sa possession des lettres qui compromettent le roi. En échange de leur destruction, il fait libérer sa famille et demande au passage un titre honorifique. On fait un bond de plusieurs années dans le temps, on comprend assez vite que Thomas n'a pas renoué de lien avec les membres de sa famille. Ils ont tous vu la mort de très près et l'en tiennent pour responsable. Chacun vit sa vie rangée de son côté. Ils se sont tous éloignés du business, sauf Thomas et Michael. Sauf que ils reçoivent tous une lettre de la Main Noire, une organisation criminelle américano-italienne qui veut se venger du meurtre de Vincent Changretta. Vous savez là, c'est le gars qui avait été tué pour avoir commandité l'assassinat de Grace, la femme de Thomas. Et justement, des membres du gang italien arrivent à la maison de John et tirent sur Michael et John. Ils risquent d'avoir beaucoup de mal à survivre là. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. John est mort. Quant à Michael, il est opéré et sauvé de justesse. La famille se réunit. C'est une guerre qui se prépare. Les membres des Shelby décident de faire la paix les uns avec les autres pour s'unir comme au bon vieux temps. Tout Birmingham s'active. Thomas arme la population pour que chacun devienne un soldat. Des guets sont placés un petit peu partout. Bref, ils sont sur le pied de guerre. Thomas organise une cérémonie pour inhumer son frère. Il fait comme les Vikings, sauf qu'au lieu de brûler des dracars, il brûle une caravane. Mais tout à coup, un coup de feu retentit. Un homme a tenté d'assassiner un Shelby, mais le nouvel allié de Thomas, Aberamagold, le tue en retour. Tommy finit par comprendre qu'une des raisons qui a poussé Aberamagold à venir, c'est pour trouver une place de boxeur à son fils. Ainsi, un combat est organisé pour déterminer sa valeur. Il bat son adversaire avec une très grande facilité. Thomas accepte alors de le prendre sous son aile. C'est maintenant un Peaky Blinders. Un homme qui se révélera être Luca Changretta profite d'une grève pour rencontrer Thomas. Il est américain d'origine italienne. C'est lui le chef de la Main Noire. Il est là pour venger son père, Vincent Changretta, je vous en parlais tout à l'heure. Arthur est un jour invité chez une femme, mais Thomas le sait, c'est un piège. Il prend alors les mesures nécessaires pour surprendre les Italiens à leur propre jeu. Sauf que tout ça n'était qu'un leurre pour les détourner de Michael, toujours coincé à l'hôpital. Le fils de Polly n'a aucune arme pour se défendre, il est seul face à la mort. Lucas avance, pointe son arme et tire. Mais aucune balle n'était chargée. Lucas veut juste montrer qu'il peut tuer n'importe qui, n'importe quand. C'est un vrai pro. Pendant leur fuite, certains hommes de Changretta meurent. Pour que vous le compreniez, Changretta est venu d'Amérique pour accomplir sa tâche avec moins d'une vingtaine de gars. Ce qui signifie que chaque Italien qui meurt rapproche toujours plus les Peaky Blinders de leur victoire. Aujourd'hui c'est samedi, et Thomas doit faire une visite à sa fondation. Oui, tu t'en doutes, je m'en doute, tout le monde s'en doute, c'est bel et bien un piège. Encore, notre bon vieux Tommy se doutait bien de quelque chose. Il s'arme de sa meilleure mitraillette et canarde les Italiens sans sommation. Après un court combat, Lucas et Tommy se font face. On est sur une vraie scène de cow-boy. Mais avant qu'il n'ait le temps de se tirer dessus, la police débarque, sauvant au passage notre héros. Bon, vous vous souvenez du fils de Gold qui veut devenir boxeur? Il va dans quelques temps affronter un gars de Solomons. Et ça, Changretta l'a bien compris. En échange de services, il demande à Solomons, donc le juif de la saison d'avant là, que ces hommes intègrent une équipe de soigneurs pour être au plus proche de la famille Shelby pour tous les tuer. Ça y est, c'est l'heure du match de boxe. Durant le match, Arthur sent que quelque chose cloche avec les soigneurs de l'équipe en face. Deux d'entre eux s'éclipsent. Arthur les suit et se fait tuer. Oui, Arthur est mort. Thomas est arrivé trop tard. Les responsables sont tués également. Quant au match de boxe, il est gagné par le fils de Gold. Michael est envoyé aux USA car les activités de l'entreprise vont s'y développer beaucoup plus qu'avant. Comme il y a eu 2 membres de chaque famille tués, la vendetta avec les Italiens est donc finie. Ce sont les Changretta qui ont gagné. Ils s'apprêtent à faire signer à Thomas des documents pour le dépouiller de ses possessions ainsi que de ses entreprises. Sauf que Arthur n'est pas mort. Oui, les Peaky Blinders ont fait semblant de perdre pour répliquer et définitivement gagner la guerre. Finalement, cette aventure n'aura pas été totalement négative puisqu'elle a permis à la famille de se réunir à nouveau. Les activités
activités peuvent reprendre de plus belle. Je ne l'ai pas précisé, mais durant cette saison, Thomas a séduit une femme, chef des syndicalistes. Il se sert d'elle notamment pour obtenir les noms des communistes dangereux des cellules de résistance. Il travaille ainsi désormais pour la couronne en secret. En échange de ses services, Thomas devient membre du Parlement et carrément le mec n'a aucune limite en fait. Faisons maintenant un petit bond de plusieurs années dans le futur. On est en 1929 et si vous avez bien suivi les cours d'histoire, vous savez que c'est l'année du crash boursier. Malheureusement, la société de Shelby subit de plein fouet cette crise. Tous les investissements faits dans la bourse sont envolés. Bref, c'est un petit peu la catastrophe. Ce qui fait qu'encore une fois, la famille va devoir se réunir. Thomas, quant à lui, est confiant. Bien qu'il ne soit plus officiellement dans l'entreprise, il sait comment gérer la situation. Ada, quant à elle, est enceinte du colonel avec qui Thomas traite, mais il n'a pas encore appris la nouvelle. Si Thomas pense être tranquille dans son petit manoir de campagne, c'est raté, car un mannequin de lui crucifié a été posé dans son champ pendant la nuit. Michael, qui revient des USA, arrive enfin à Birmingham. Il raconte avoir été capturé et relâché pendant son voyage par l'IRA. Il en profite également pour présenter sa nouvelle femme, Jenna Gray. Aberama Gold et son fils se font attaquer par des membres du gang des Billy Boys. Ils tuent le fils et le crucifient. Ils veulent faire passer un message. Ils veulent désormais s'attaquer aux Peaky Blinders et leur voler tout leur business. Sinon quoi, ils tueront Thomas. Ok, attardons-nous 2 secondes sur ces fameux Billy Boys. Selon Arthur, c'est un gang de protestants écossais armés de lames de rasoir qui progressent rapidement dans la conquête des territoires. Peu de temps plus tard, Oswald Mosley, ministre du duché de Lancaster, est reçu par Thomas, Arthur et Michael. Il est considéré comme le diable en personne par Tommy, mais ça ne l'empêche pas de s'allier à lui. Pour faire simple, le gars est un fasciste et il s'en vante. Bah oui, on est dans les années 30 et les fascistes commencent à émerger. Selon lui, son nouveau parti sera l'avenir du pays et il veut que Thomas soit dedans. La femme de Michael attend un enfant et elle est bien déterminée à ce que son fils naisse en Amérique. Quant à notre bon vieux Monsieur Gold, il sort de l'hôpital et compte bien venger son fils. Il part sans tarder en Écosse où il sait qu'il trouvera le chef ou du moins un des Billy Boys. Et ça ne manque pas, il en trouve et les passe à tabac. Arthur part chercher Monsieur Gold en Écosse car cela contrarie le plan que Thomas a mis en place. Comme Thomas est allié maintenant à Oswald, une trêve est conclue avec les Billy Boys, puisque les trois sont liés. Un chinois, Monsieur Chang, vient voir les 2 frères et leur propose une grosse somme d'argent en échange de faire transiter tout son opium dans toute l'Europe. Ses propres hommes se font trop souvent arrêter et c'est pour ça qu'il a besoin des Shelby. Bref, avant tout, c'est l'anniversaire de Polly et une fête est organisée. Tout se déroule pour le mieux, Monsieur Gold demande même en mariage Polly qui accepte. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer en fait? Avant quoi que ce soit, il est temps que je vous raconte ce qu'il s'est passé entre Arthur et sa femme. Pour faire simple, elle en avait marre de ses excès de colère et d'alcool. Elle est partie vivre quelques temps chez un homme, mais Arthur l'a retrouvée et lui a refait le portrait. Je parle de l'homme, hein, pas de la femme. Maintenant, elle est revenue à cette soirée pour tuer son mari. Mais Polly est plus rapide. La balle qui l'a touchée n'est pas mortelle. Elle en veut toujours à son mari et part définitivement. Concernant le copain d'Ada, le militaire, il meurt dans sa voiture suite à une explosion, sûrement parce qu'il avait des positions antifascistes dans l'armée. Or, les idées fascistes et anti-juives semblent plaire à toutes les sphères de la société à l'époque en fait. Thomas part rendre visite à un ancien ami datant de la guerre enfermé dans un asile. Il le fait sortir pour qu'il tue Oswald. Le dernier épisode commence par la rencontre entre Churchill et Thomas. Il est au courant que son homologue n'est pas fasciste au fond et qu'il agit contre Oswald. Et ça lui plaît. Le jour du meurtre est arrivé. Le plan est simple. L'ancien soldat ami de Thomas tirera sur Oswald en plein meeting pendant qu'un gang de juifs créera le chaos. Monsieur Gold pourra en profiter pour tuer Jimmy McCavern, le chef des Billy Boys et accessoirement le meurtrier de son fils. On va passer sur le fait que le meeting ressemble à un rassemblement nazi, on est à peine dans la caricature, bref. Mais rien ne se déroule comme prévu. Le tireur est tué, Monsieur Gold aussi. Le plus gros problème c'est que personne ne sait qui a empêché tout ça, puisque ni Oswald ni McCavern n'ont rien fait. C'est donc un élément extérieur qui a contrecarré le plan du chef des Peaky Blinders. Thomas se sent impuissant après cet échec. Il a l'impression d'avoir enfin trouvé meilleur que lui. C'est sur ces interrogations bien sombres que se termine la saison 5. Le début de la saison 6 est très riche en informations. Elle se déroule dans l'exacte continuité de la tentative d'assassinat raté. Une femme appelle Tommy et lui révèle que c'est l'IRA, donc les Irlandais nationalistes, qui ont contrecarré son plan. Étant donné qu'ils avaient besoin d'Oswald pour leurs affaires, ils l'ont sauvé. Et comme ce sont des méchants très méchants, ils ont également tué Polly au passage, car ils ont compris que sans elle, Thomas est perdu. Quant à Michael, son fils, il promet qu'un jour, Thomas payera pour ses actes. Il décide de partir en Amérique où il se désolidarise de l'entreprise Shelby.
Transition. 4 ans se sont écoulés et Thomas rencontre Michael pour parler affaires. Il est question de distribution d'opium en Amérique. D'ailleurs, le chef des Peaky Blinders traite maintenant avec l'IRA pour ses petits commerces. On imagine qu'il n'a pas trop eu le choix vu ce qu'il s'est produit avant. Thomas arrive à piéger Michael en lui donnant de l'opium, puis en le dénonçant à la police. On en apprend un petit peu plus sur la femme qui a contrecarré les plans de Thomas avec l'IRA. C'est une socialiste qui travaille pour une Irlande libre et fasciste, ce qui explique le lien avec Oswald. On apprend également que Jack Nelson, le chef des gangsters de Boston, vient en Angleterre pour observer l'avancée du fascisme. Il est d'ailleurs le chef de Michael Gray, le cousin de Thomas, celui qui est maintenant en prison. Tommy part rendre visite à Salomons pour discuter affaires. Il sait notamment que le juif est influent à Boston, lieu où notre héros veut transporter sa marchandise. En plus, c'est un concurrent direct du chef de Michael. D'ailleurs, Thomas finit par rencontrer ce fameux Nelson, ils abordent notamment le sujet de la vente de drogue et du fascisme. Par ailleurs, la fille de Thomas va très mal, elle a de la fièvre, des visions et crache du sang. Son père est obligé de rentrer à la maison. Sa fille va si mal qu'il est obligé de l'emmener à l'hôpital. Son papa, croyant au sortilège de Gitan, part chercher un miracle dans la montagne, car il est prêt à tout pour sauver sa fille. Mais il faut croire que les vieux remèdes ne marchent pas toujours, puisque lorsque Thomas revient, c'en est fini, sa fille est morte. Mais bon, Arthur lui aussi va mal. Depuis que sa femme est partie, il a sombré dans l'alcool et la drogue. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et Smelly, l'ancienne femme de John, apprend à Thomas qu'il a eu un enfant avant la guerre, et qu'elle le connaît. Ça y est, c'est enfin l'heure du conseil du Grosseil, ou devrais-je dire de la réunion des très gros méchants. On y retrouve notre héros, ainsi que le gangster fasciste de Boston, le nazi anglais, sa femme, ainsi que la représentante de l'IRA. D'ailleurs, le fait qu'il prête allégeance à tous ces méchants lui ouvre la voie de Boston pour livrer son opium en Amérique. Le médecin qui suit Thomas le rencontre en urgence. Il aurait été lui aussi infecté par un tubercule comme sa fille mais à la base du crâne. Selon lui, d'ici un an, il sera mort. Thomas présente à sa famille son fils retrouvé, Duke. Il dit qu'il doit faire ses preuves avant d'intégrer le cercle familial. On apprend d'ailleurs des infos très intéressantes dans cet épisode. La taupe qui a infiltré les Peaky Blinders, c'est ce type qui est employé pour truquer les matchs de foot. Il aurait prévenu l'IRA de la tentative d'assassinat contre Oswald, le nazi anglais. Il travaille maintenant pour le chef du gang de Boston. Michael est enfin libéré de prison et il a l'intention de tuer Thomas Shelby, à la fois pour venger sa mère et parce que son boss lui a demandé. Gina est informée par la source proche de Thomas de l'emplacement de chaque membre des Peaky Blinders pour pouvoir les éliminer. L'IRA aidera les hommes du gang de Boston à tuer Arthur, même s'ils sont censés être alliés. Thomas, lui, part au Canada pour rencontrer Michael et signer le contrat. Mais évidemment, on lui tend un piège. Sauf que tout ne semble pas bien vraiment se passer, comme pour l'informateur qui a été découvert et tué d'une balle dans la tête par le nouveau fils de Thomas. Vous savez quoi? Même Arthur passe à la contre-offensive, et dans une dernière danse, il tue la représentante de l'IRA et quelques-uns de ses sbires. La bombe destinée à Thomas explose alors et tue les amis de Michael. Notre Tommy avait encore une fois un coup d'avance. Il tue Michael d'une balle dans la tête. Il termine finalement le deal de l'opium avec Alfie Solomons, le juif qui s'oppose au chef du gang de Boston directement en Amérique. Thomas revient en Angleterre et fait ses adieux à sa famille. Il veut mourir seul, dignement. Sauf qu'au moment de se tirer une balle dans la tête, sa petite fille vient lui parler de l'au-delà. Il lui dit qu'il n'est pas malade. Intrigué, il s'assoit et regarde un vieux bout de journal lui ayant servi à faire du feu. Il y voit la photo de mariage d'Oswald avec un paquet de méchants nazis, mais aussi son médecin. Oui, celui-là même qui lui avait dit qu'il allait mourir. Il comprend qu'on s'est joué de lui, et la sentence sera irrévocable. Quoique, si Thomas a ressuscité une nouvelle fois, c'est peut-être pour avoir enfin la chance de vivre sa vie. Et c'est de cette manière que se termine Peaky Blinders. Est-ce que vous sentez que quelque chose ne va pas? Parce que oui, l'histoire n'est pas vraiment finie. Certes, la série est terminée, mais un film est en cours de production pour vraiment clôturer Peaky Blinders. Bon, alors si vous êtes toujours là avec moi, bravo à vous. Déjà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. pour me soutenir. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme résumé pour la prochaine vidéo. J'ai d'ailleurs fait exprès de passer sous silence pas mal d'événements ou de personnages non essentiels à la compréhension de l'histoire globale, parce que ça n'a pas été facile de tout résumer aussi vite. Il y a des personnages que je vais skipper, et en vrai, ça me brise le cœur. Mais bon, voilà, je voulais pas que la vidéo dure 2h30 non plus, donc vous m'en excuserez. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, bisous.